Dans un contexte de tension sur les prix, tension sur un certain nombre de marchés, nous avons souhaité aller plus loin dans l'analyse des coûts de construction et confier une étude à la cellule économique de Bretagne. L'étude qu'on a menée s'appelle « Analyse des coûts de construction dans le bâtiment en France ». Nous, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a un peu essayé de rappeler quels étaient les grands postes du coût global d'une opération immobilière. Et nous, on se rend compte qu'en fait, ce coût il peut être divisé en trois grandes parties. D'abord, les coûts qui sont liés aux frais, donc tout ce qui est études, etc., et aux marges des opérateurs, donc tout ce qui vient rémunérer les services, l'apport en capital, la prise de risque commercial, etc. Tous ces coûts liés aux frais et aux études représentent entre 22 et 25% des coûts d'une opération immobilière. Deuxièmement, on a la charge foncière. Donc cette charge foncière, le prix du foncier, il est déterminé par des critères qui sont à la fois liés à l'opération elle-même. Donc plus l'opération est large, plus souvent on va avoir un prix du foncier qui est important. Mais on a aussi des critères exogènes qui déterminent le prix du foncier, donc les prix de l'immobilier, etc., l'attractivité de la localisation. En général, le poids du foncier, c'est entre 8 et 12% d'une opération immobilière. Dans certains centres urbains denses dans lesquels le foncier est plus cher, on peut aller jusqu'à 20% des opérations. Et le troisième poste, le poste le plus important, celui des coûts de construction, donc là 45 à 50% du coût total, qui représente les intrants physiques, donc l'énergie, les matériaux, et aussi la main-d'œuvre, tout ce qu'on vient apporter sur les chantiers. Donc là, les coûts de travaux, c'est vraiment ce qui concerne les chantiers. Donc voilà, c'était pour l'introduction. Maintenant, je vais me concentrer sur cette première partie sur les 4 facteurs de variation du coût global d'une opération immobilière. Donc là, on ne va pas regarder les coûts des matériaux, on ne va pas regarder les coûts des salaires, on va regarder un peu les choix qui peuvent déterminer à la hausse ou à la baisse le prix d'une opération immobilière. D'abord, le premier facteur, c'est la densité du bâti. On se rend compte qu'en fait, les coûts de construction, ils augmentent avec la densité du bâtiment. Il est moins coûteux au mètre carré de produire une maison individuelle que de produire des logements collectifs. Ça, c'est une étude qu'on n'a pas menée, on a trouvé ces résultats en faisant de la veille, de la recherche. Ce que vous avez sur le graphique, là, c'est en gros des fourchettes de prix de construction au mètre carré sur différents types de logements. Tout en haut, vous avez les maisons de plein pied avec un garage, mais donc on est vraiment sur de la maison individuelle. Et plus on descend, plus on est sur des logements qui sont de plus en plus denses et on se rend compte que le prix augmente. Donc, sur une maison de plein pied, on était en 2018 hors taxe autour de 740 à 1020 euros du mètre carré, alors que vous voyez que si on est sur tout en bas là, du graphique, si on est sur les collectifs urbains denses, donc R+4 à R+7, là on a des prix de construction au mètre carré qui sont beaucoup plus élevés, entre 1860 euros du mètre carré et jusqu'à 3100 euros du mètre carré. Donc le choix architectural ici, indépendamment des matériaux qu'on a utilisés, indépendamment d'autres phénomènes, juste le choix architectural, ça va déterminer en grande partie le prix total de la construction. Deuxième facteur important, c'est les exigences réglementaires. On a plusieurs études du CEREMA, de l'État aussi, mais aussi de la FFB au niveau national. Ces différentes études, elles convergent toutes vers le fait de dire qu'il y a un surcoût de construction qui est lié à l'introduction de la RE 2020. Et l'ordre de grandeur de ce surcoût, c'est donc à partir de la véritable introduction de la RE 2020, c'est-à-dire 2022 et jusqu'à 2031, on estime qu'on aurait environ 11% de surcoût de construction. Donc ça, c'est vraiment lié au fait on va utiliser des matériaux peut-être plus chers, on va utiliser davantage de temps aussi dédié aux études en amont. Et ça va entraîner une hausse des coûts de la construction. Donc une fois de plus, là, on n'a pas eu de choc exogène sur les prix des matériaux, on n'a pas eu d'augmentation de salaire, on a juste des exigences réglementaires qui viennent aussi augmenter les coûts de construction. Troisième facteur important, très important, celui-là, on y reviendra aussi plus en détail, c'est le prix du foncier. Le prix du foncier, on a plusieurs phénomènes qui se sont produits. D'abord, sur le graphique que je vous ai mis à gauche, on a un phénomène important qui s'est passé depuis plusieurs décennies, en gros depuis la fin de la crise des subprimes. On a une hausse un peu historique du pouvoir d'achat immobilier des ménages. Donc sur ce graphique que vous avez à gauche, la courbe noire, là, c'est l'évolution du pouvoir d'achat immobilier des ménages en mètres carrés.
Tout ce qui est en dessous de zéro, c'est ce qui vient diminuer le pouvoir d'achat des ménages, et tout ce qui est au-dessus de zéro, c'est ce qui vient augmenter le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Le pouvoir d'achat immobilier des ménages, il dépend évidemment des revenus des ménages. Quand leurs revenus augmentent, ils peuvent acheter davantage. Il dépend aussi des prix immobiliers. Donc là, quand les prix immobiliers augmentent, on peut acheter moins de mètres carrés. Mais surtout, ils dépendent aussi des conditions financières. Et là, ce qui s'est passé entre 2008 et 2020, en gros, ou 2022 plutôt, c'est qu'on a eu une période historique d'assouplissement monétaire. On a eu des taux d'intérêt qui ont été historiquement bas et pendant longtemps. Donc ça vient, à revenus inchangés, ça vient augmenter la capacité d'emprunt des ménages. Et en plus des baisses de taux, on a eu aussi des augmentations des durées d'emprunt. On pouvait emprunter avant jusqu'à 15 ans, maintenant on peut emprunter jusqu'à 20 ans ou 25 ans. C'est-à-dire qu'à revenus inchangés, on a moins de taux d'intérêt, plus de durée d'emprunt, donc on peut aussi emprunter davantage. Donc on a un pouvoir d'achat immobilier qui a nettement augmenté entre 2008 et 2020. Ensuite, donc, on a eu la période après Covid avec une hausse de l'inflation, des hausses des taux d'intérêt qui ont un petit peu limité cette hausse. Mais par rapport à 2008, un ménage aujourd'hui, si on se situe à fin 2025, un ménage peut acheter environ 25 mètres carrés de plus qu'en 2008. Donc ça, c'est une hausse du pouvoir d'achat immobilier des ménages. Pourquoi je vous parle de ça? C'est là, on va regarder le deuxième graphique qui est à droite, c'est que cette hausse du pouvoir d'achat immobilier des ménages, elle s'est traduite par une hausse aussi des prix immobiliers. Mais cette hausse a été principalement captée par les terrains, principalement captée par le foncier. Regardez le graphique à droite, donc là on a l'évolution de la valeur du patrimoine immobilier des ménages et des entreprises. En bleu c'est la construction et en jaune c'est le foncier, les terrains. Et ce qu'on voit c'est que sur la période, le poids du foncier a augmenté plus rapidement que le poids de la construction. Ça veut dire que cette hausse du pouvoir d'achat des ménages a coïncidé avec une hausse des prix immobiliers, mais que cette hausse des prix immobiliers, elle a davantage été captée par le foncier que par le bâti. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi être très important pour déterminer la faisabilité économique des opérations de construction neuve. Donc pour donner quelques exemples un peu aussi d'évolution du prix du foncier en France et en Bretagne, on a fait plus 78% en France sur le prix au mètre carré des terrains à bâtir entre 2010 et 2024. En Bretagne, on est à plus 97%. Donc on a sur 15 ans un doublement du prix au mètre carré du foncier en Bretagne. C'est-à-dire que c'est une région dans laquelle les prix ont augmenté plus vite et où les prix se situent aujourd'hui à environ 113 € le mètre carré, à un niveau moyen qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc en fait, en Bretagne, on a eu plus d'augmentation du prix du foncier et on est à un niveau supérieur à la moyenne nationale. On est à 113 € du mètre carré environ en Bretagne, 102 € du mètre carré en moyenne nationale. Donc il y a un contexte aussi régional, Bretagne, qui a une ampleur plus importante que la dynamique nationale. Et donc dernier facteur aussi de l'évolution des coûts, du coût global, c'est très lié au foncier, là c'est le contexte territorial. On a parlé un petit peu de la différence entre la région Bretagne et puis l'évolution au niveau national, mais au sein du territoire, au sein de la Bretagne, on a aussi une importante variation des prix au mètre carré du foncier. Là on vous a mis une petite carte des prix moyens des transactions sur des terrains entre 2024 et 2025 par EPCI, et on voit qu'entre certains EPCI autour de Ploërmel ou d'autres EPCI plus côtiers comme vers Dinard ou vers Auray, on a des prix au mètre carré qui vont tout simplement du simple au triple. Donc ça aussi, évidemment, ça fait que à quelques kilomètres d'écart, la faisabilité économique, les modèles économiques de production de logements neufs, les équilibres ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, ça c'était pour la première partie où on a essayé de réfléchir, regarder quels étaient les facteurs qui viennent déterminer à la hausse ou à la baisse les prix de construction, sans regarder les intrants physiques et les salaires. Et là maintenant, ce qu'on fait dans une deuxième partie, donc la deuxième partie aussi de l'étude, c'est qu'on a regardé en détail les index qui sont développés par l'INSEE. L'INSEE développe depuis plusieurs décennies un suivi de l'ensemble des prix dans le bâtiment. Et l'INSEE le fait en faisant quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elle permet de distinguer aussi quels sont les facteurs d'évolution de ces coûts dans le bâtiment. On a 6 grands postes d'évolution des coûts. On a d'abord ce qu'on appelle le matériel. Donc le matériel, c'est les équipements de chantier, les engins, l'outillage, les machines, etc. Où là, on distingue le matériel pour le gros œuvre et le matériel pour le second œuvre.
Deuxièmement, on a un poste important qui est celui du travail. Donc là, c'est vraiment les coûts salariaux. Donc à quel point est-ce que les salaires augmentent et puis aussi le coût salarial, donc c'est-à-dire les cotisations derrière, les contributions sociales. Troisième poste, l'énergie. Donc là, c'est la consommation de gazole sur les chantiers. Donc on est sur de l'énergie. Ce sera un petit poste, l'énergie. Selon l'INSEE, c'est un poste qui est assez peu important parce qu'ici, on regarde uniquement l'énergie qui est utilisée sur les chantiers. Donc on n'est pas sur l'énergie qui est utilisée en amont pour la production des matériaux. Donc si vous avez une hausse des prix énergétiques, en fait, on va plutôt les voir dans la hausse des prix des matériaux. Les matériaux, d'ailleurs, c'est le quatrième poste de cette nomenclature. Donc là, on va regarder l'ensemble des matériaux. Et deux autres postes qu'on va regarder un petit peu moins précisément, frais divers et les transports routiers, dont le poids est un peu plus marginal. Comment on peut regarder l'évolution des coûts de la construction dans l'ensemble du secteur, dans l'ensemble du bâtiment? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le BT01. BT01, c'est l'indice synthétique de l'ensemble du bâtiment. Cet index BT01, il a augmenté de 29,4% entre 2016 et 2025. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a plus 29,4% de coûts pour les entreprises du bâtiment. Cet index BT01, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en haut à droite, on a les poids des différentes composantes dans cet index. Vous voyez que le matériel, ça pèse pour 5,9%. Le travail, c'est un poids beaucoup plus important, 44,9%. L'énergie, comme j'ai dit, c'est très réduit, mais parce que là, on a un périmètre énergétique qui est très, très restreint. À l'inverse, matériaux, 36,5%. Donc les matériaux, c'est un poids important, mais parce que les matériaux aussi intègrent de l'énergie. Et on a donc deux autres postes, frais divers 9,3% et transport 2,4%. Ça, c'est les poids de ces composantes-là dans le BT01, qui est le BT de l'ensemble du bâtiment, qui est un peu la synthèse de la moyenne de l'ensemble du bâtiment. Sur la période 2016-2025, là je regarde le tableau, le graphique en bas à droite, on a aussi l'évolution de ces postes-là. Et là on voit que les composantes qui ont le plus augmenté, c'est le matériel, un petit peu, plus 21%, mais surtout le travail, plus 29,2%, alors que le poids du travail est très élevé, c'est 45%, et les matériaux aussi, matériaux plus 40%, alors que le poids est de 36,5%. Donc on a deux postes, entre le travail et matériaux, on a deux postes qui ont à la fois augmenté rapidement sur la période et qui constituent un poids important dans le BT01. Et donc si vous voulez voir la contribution totale de chacun de ces postes, c'est les matériaux qui ont été le principal moteur de l'augmentation du BT01 sur la période. Et le deuxième moteur, juste derrière, c'est le travail. Les autres postes, frais divers, matériel, énergie, ils ont une contribution qui est moindre, soit parce qu'ils ont peu augmenté sur la période, soit parce qu'en fait ils ont un poids qui est relativement limité. Donc voilà, là je fais un petit focus sur l'évolution des prix des matériaux. Sur le graphique à gauche, donc sur la barre à gauche, on vous a détaillé un ensemble de matériaux différents et leur contribution à l'augmentation totale des prix des matériaux. Donc les prix des matériaux, je le rappelle, ça a été une augmentation de 40% en 10 ans, entre 2016 et 2025. Et sur ces 40%, la plupart de l'augmentation est liée au béton prêt à l'emploi livré sur les chantiers et deuxièmement aussi aux barres crénelées ou nervurées pour béton armé. Donc on a un poids important du béton dans cette augmentation des prix des matériaux sur 10 ans. Sur le graphique à droite, là, ce que vous voyez, c'est aussi un peu le profil d'augmentation des prix des matériaux. On a des profils très heurtés, très volatiles, avec certains matériaux qui ont connu des croissances spectaculaires en quelques années, hein, des augmentations sur une base 100 jusqu'à 270, même 290. Donc c'est des prix des matériaux qui ont quasiment triplé en seulement quelques mois. Ce qui est intéressant de voir aussi sur les prix des matériaux, c'est qu'on a une forte volatilité, donc on peut avoir des importantes augmentations, mais on a aussi quand même des corrections à la baisse. Donc même si la correction à la baisse se fait généralement sur un niveau qui est plus élevé qu'avant la crise, on a des phénomènes de correction, c'est-à-dire qu'on peut avoir des hausses de prix des matériaux qui sont très importantes, mais qui peuvent en partie être temporaires et donc en partie être corrigées. Alors que si on regarde le deuxième poste le plus important de l'augmentation du BT01 sur la période, qui est le salaire, le coût du travail, là on a un profil qui est totalement différent.
On a un profil qui n'est pas volatile, qui n'est pas heurté. On a des augmentations de salaire qui sont très linéaires. Entre 2007 et 2025, je le rappelle, l'augmentation des prix du salaire, l'augmentation des salaires, c'est 29%, un tout petit peu moins que le BT01. On a un profil qui est très linéaire. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à avoir des pics, on ne s'attend pas à avoir d'importantes croissances des prix des coûts salariaux d'une année à l'autre. En revanche, on sait que ça va augmenter tous les ans. Et là, les déterminants ne sont pas du tout les mêmes. Autant sur les matériaux, on est sur les déterminants qui sont liés au marché des matières premières, donc les marchés internationaux, les conflits internationaux, la crise sanitaire et ensuite la réouverture des marchés qui a entraîné aussi une accélération de la demande plus importante que celle de l'offre. Donc là, on a des prix au niveau international qui peuvent augmenter assez rapidement. Les salaires, les déterminants ne sont pas du tout les mêmes. On est ici on regarde un peu l'évolution des prix, l'évolution de l'inflation en France. Et on sait que l'inflation en France, c'est ça qui va déterminer un peu ce qui va être la base de négociation sur les revalorisations salariales d'une année à l'autre. Donc on est sur des déterminants qui sont beaucoup moins exogènes que, par exemple, un conflit international. Ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a, outre le BT01 qui est l'indice composite de synthèse de l'ensemble du bâtiment, on a aussi regardé une trentaine de BT différents. Donc on a regardé une trentaine de métiers différents. Et là, c'est très intéressant parce que parfois on a des évolutions qui sont similaires à celles du BT01, mais pour des raisons qui peuvent être différentes. Leurs composantes sont différentes. On a parfois aussi des BT métiers qui ont évolué soit plus fortement que le BT01, soit plus faiblement que le BT01. Ici, je vous ai pris juste un exemple, le BT02 terrassement, qui a une augmentation sur la période de 10 ans, donc entre début 2016 et fin 2025, qui est quasiment la même que le BT01. On est à plus 30,3%. Donc c'est légèrement au-dessus du BT01. Mais les déterminants ne sont pas du tout les mêmes. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est que les poids des différentes composantes ne sont pas les mêmes. Ici, là, dans le BT02 terrassement, on a un poids du matériel qui est très important. C'est 27%, beaucoup plus que dans le BT01. Et à l'inverse, le poids du travail est plus faible, seulement 25%, alors qu'on était à 45% sur le BT01. Énergie, un poids plus élevé que dans le BT01, et matériaux, à l'inverse, un poids plus faible que dans le BT01. Donc en fait, on a un BT ici qui n'a pas du tout la même composition que le BT01, et qui ne va pas du tout être sensible à l'évolution des mêmes facteurs. Là, sur le BT02, donc on a une évolution de 30% sur la période. Le facteur principal d'augmentation du BT02 terrassement, c'est le prix du matériel. Deuxièmement, c'est le prix d'énergie, et seulement en troisième position, le travail. Et là, les matériaux n'apparaissent quasiment pas. Donc c'est de manière beaucoup plus marginale. Donc là, dans l'étude qu'on va pouvoir vous diffuser, vous pourrez aussi aller regarder précisément le BT qui vous intéresse ou les BT qui vous intéressent pour aller voir sur vos métiers à quel point est-ce que vous êtes plus ou moins sensible à l'évolution de telle ou telle composante. Comment est-ce que ça se matérialise sur les coûts de construction ou sur les prix de construction ? Là, ici, on vous a mis un graphique de la Banque des Territoires sur le prix de revient d'un logement social et l'évolution du prix de revient d'un logement social entre 2019 et 2023. Et on voit que donc en moyenne pour les bailleurs sociaux, dans les cas de maîtrise d'ouvrage direct, pas en VFA, on est sur un prix de revient qui est passé de 2210 € au mètre carré en 2019 à 2630 € en 2023. Donc on a une augmentation qui est assez importante sur la période et qui là est donc due à l'ensemble des facteurs qu'on a évoqués, c'est-à-dire évidemment les facteurs réglementaires, le foncier qui a augmenté évidemment sur la période, mais aussi les coûts de construction tout simplement. Donc le fait d'avoir davantage de prix de matériaux, d'avoir des augmentations de salaire, ça a aussi donc une influence sur le prix de revient des logements. Je conclus là-dessus. Donc, ce qu'on peut dire en fait dans cette étude, c'est qu'on a des logiques économiques qui sont principalement exogènes aux entreprises du bâtiment. On a des coûts de production d'un bâtiment neuf qui ne peuvent pas être réduits aux coûts de travaux. Les coûts de travaux, on l'a dit, c'est 45 à 50% du coût total d'une opération immobilière. Donc il faut aussi regarder l'ensemble des intrants dans un équilibre économique. Et donc cet équilibre économique, il dépend du marché immobilier, il dépend du marché foncier, il dépend fortement des conditions de financement et aussi des caractéristiques territoriales.
Ok, bah écoutez, je vous propose de conclure. Je le rappelle, l'étude est à la disposition des entreprises via leur fédération départementale ou régionale, n'hésitez pas. Merci Florian. Merci à toi Nicolas, merci à toutes et à tous.